Ce n'est pas toujours celui qui parle le plus qui est le mieux écouté. Avez-vous remarqué que lors des réunions, des discussions familiales, ou même dans les conversations de tous les jours, la personne qui envahit l'espace avec trop de paroles a souvent tendance à perdre l'attention de son auditoire. Pendant ce temps, celui qui écoute et attend le bon moment pour prendre la parole crée souvent un silence plus puissant que n'importe quel cri. Ce n'est pas un hasard, citant Schopenhauer, que Platon a réfléchi à cette idée. Platon affirmant « Les hommes sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, les fous parce qu'ils doivent dire quelque chose ». Maintenant, pensez au lion dans la savane. Il ne rugit pas sans raison. Il observe en silence, attentif à chaque mouvement, et n'attaque que lorsque la victoire est assurée. Ce genre de maîtrise de soi se fait de plus en plus rare de nos jours. Parler est devenu une compulsion. La peur d'être à la traîne ou de passer inaperçu pousse beaucoup à dire n'importe quoi, n'importe comment. Mais que diriez-vous si le silence était précisément ce dont vous avez besoin pour être pris au sérieux? Aujourd'hui, vous allez découvrir que le silence est bien plus qu'une simple pause entre les mots. C'est un outil de stratégie, de contrôle et d'intelligence. Nous verrons comment cela s'applique au travail, dans les relations et même dans les négociations les plus délicates. Il ne s'agit pas de rester silencieux par soumission, mais d'utiliser le silence comme un geste délibéré de maîtrise. À la fin, je vous présenterai une méthode pratique pour intégrer cela dans votre vie quotidienne. Pas de défi absurde ni de changements radicaux de vie, juste un ajustement simple et direct qui transformera la façon dont les autres vous perçoivent. Et plus important encore, la façon dont vous vous percevez vous-même. Si cela vous parle, poursuivez votre lecture. N'est-il pas étonnant de constater que le silence, qui semble à première vue être une absence, peut en réalité représenter l'une des formes de présence les plus puissantes? Nous vivons dans une culture où s'imposer revient souvent à parler davantage, à occuper l'espace sonore et à exhiber ce que l'on possède. Mais si l'on regarde de plus près, le véritable pouvoir réside chez ceux qui maîtrisent l'art de ne pas parler. C'est un paradoxe difficile à accepter, car cela remet en question l'idée que ceux qui restent silencieux sont insignifiants. En réalité, c'est souvent l'inverse qui est vrai. Observez la vie quotidienne. Dans une réunion de travail, il y a toujours quelqu'un qui se sent obligé de parler sans arrêt, même s'il n'a rien de pertinent à ajouter. Le silence les met mal à l'aise. Alors il comble le vide avec des mots inutiles, des explications redondantes ou des remarques évidentes. De l'autre côté, il y a le leader, et je ne parle pas d'un titre, mais d'un état d'esprit. Le leader écoute, observe, et attend le moment parfait pour intervenir dans la conversation. Quand il le fait, chaque mot s'impose comme un coup d'échec bien calculé, un coup qui change toute la donne. Réfléchissez-y, le joueur d'échecs impatient déplace ses pièces sans stratégie, réagissant impulsivement à ce qu'il voit. Chaque coup est un réflexe, pas une décision. Pendant ce temps, le joueur méthodique examine l'ensemble du plateau avant de jouer. Il fait une pause prolongée, laissant son adversaire devenir anxieux, puis effectue un seul coup qui change tout. Tout comme aux échecs, le silence peut être cette pause stratégique, cet espace d'observation qui révèle les failles du jeu que personne d'autre ne perçoit. Ce même schéma se répète dans les relations personnelles. Vous savez, cette dispute familiale où une personne insiste pour avoir le dernier mot. Elle s'agite, élève la voix et recommence à répéter ses arguments dans une tentative de s'imposer par le volume. Maintenant, comparez cela avec quelqu'un qui écoute jusqu'à la fin et par une seule phrase démantèle tout le conflit. Quelqu'un avec un contrôle émotionnel n'a pas besoin de rivaliser pour le dernier mot parce que le silence l'a déjà préparé à cela. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce comportement? Pourquoi tant de gens ressentent-ils le besoin de parler tout le temps? La réponse est simple, l'insécurité. Quand quelqu'un se sent menacé, il cherche à remplir l'espace par des mots, comme pour prouver quelque chose aux autres. À l'inverse, ceux qui sont sûrs d'eux n'ont aucune urgence à démontrer quoi que ce soit. Le véritable contrôle vient de la conscience qu'il n'est pas nécessaire de combler chaque silence. Cette logique n'est pas nouvelle. Schopenhauer disait qu'un bruit extérieur est le signe d'un désordre intérieur, et d'une certaine façon, c'est pareil avec les mots. Ceux qui ne supportent pas le silence trahissent une forme de désorganisation intérieure, qu'il s'agisse d'anxiété ou de peur de paraître insignifiant. En revanche, ceux qui sont à l'aise avec le silence envoient un message tout opposé, calme, maîtrise et confiance. Donc,
La prochaine fois que vous serez en conversation, faites attention. Qui mène la dent? Est-ce la personne qui ne cesse de parler ou celle qui observe silencieusement, analysant chaque mouvement avant d'agir? Le silence n'est pas qu'une absence de mots, c'est une présence, une stratégie et un contrôle, tandis que le bruit distrait, le silence structure. Cela crée un espace de perception que peu de gens savent utiliser consciemment. C'est pourquoi de nombreux ouvrages sur la stratégie et la philosophie soulignent l'importance du silence. Sun Tzu, dans l'art de la guerre, enseignait que toute guerre repose sur la tromperie. Lorsque nous sommes prêts à attaquer, nous devons sembler incapables. En d'autres termes, le silence n'est pas de la passivité. C'est la préparation invisible du prochain mouvement. Pour comprendre cela concrètement, imaginez un entretien d'embauche, le recruteur pose une question difficile. Comment résoudriez-vous un conflit avec votre manager? Il y a 2 types de candidats. Le premier répond immédiatement, désireux de paraître efficace. Mais cette précipitation le fait trébucher sur des arguments faibles. Le second écoute, fait une pause de quelques secondes, puis répond clairement et objectivement. Maintenant, imaginez que vous êtes le recruteur. Le deuxième, bien sûr, pourquoi? Parce que cette pause révèle une réflexion et une confiance. Le silence n'était pas l'absence de réponse. C'était le temps nécessaire pour que la réponse soit forte et décisive. Cette logique s'applique aussi aux négociations. Si vous avez déjà participé à une négociation d'achat ou de vente, vous avez peut-être remarqué qu'au cours de moments tendus, la première personne à parler perd souvent. C'est presque une règle non écrite. Après qu'une offre a été faite, le premier à rompre le silence se place généralement en position désavantageuse. Un exemple classique est celui du vendeur qui, voyant que le client reste silencieux, ressent le besoin de continuer à parler pour garder le contrôle de la situation. Dans sa précipitation, il propose des remises supplémentaires ou des conditions spéciales, même si le client ne les a pas demandées. Tout cela arrive parce que le silence du client le met mal à l'aise. Si l'on sort du cadre professionnel, on observe la même chose dans les discussions interpersonnelles. Combien de fois, lors d'une dispute, une personne devient-elle si mal à l'aise face au silence de l'autre qu'elle finit par dire plus qu'elle ne devrait? Ce silence stratégique crée du doute, de l'inconfort et finalement une vulnérabilité. À ce moment-là, la personne qui reste silencieuse prend le contrôle de la situation. Le silence porte aussi un pouvoir symbolique. Bien souvent, l'absence de mots en dit plus qu'un millier d'explications. Avez-vous déjà assisté à une réunion où tout le monde parlait, mais soudain, quelqu'un qui n'avait pas pris la parole pendant tout ce temps fait un commentaire unique et change la direction de la discussion? C'est comme si toutes les autres voix n'étaient que du bruit de fond. Et la personne qui a attendu pour parler a remis le focus sur le sujet. Dans ce cas, le silence était l'outil qui a donné du poids aux mots. Mais qu'est-ce qui rend le silence si puissant? En termes simples, il rompt la logique du flux continu. Les gens sont habitués à un flot constant de mots, de notifications et de stimuli. Le silence est une interruption dans ce flux. Il crée un vide, un espace où les gens sont forcés de réfléchir. Lorsque vous restez silencieux, l'autre personne se sent obligée de remplir l'espace vide, mais cette vacuité ne vous appartient pas. Elle leur appartient pas. Cette dynamique se déroule lors de réunions, d'interviews, de discussions et même dans les négociations commerciales. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation où vous ressentez l'envie de répondre immédiatement, faites le contraire. Attendez, ne vous précipitez pas, ne cédez pas à l'inconfortant. Car souvent, le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de parler davantage, mais dans la connaissance du bon moment pour s'exprimer. Parfois, être sous-estimé est la meilleure position dans laquelle vous pouvez vous trouver. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est une stratégie. Sun Tzu a dit « Qu'en guerre, si vous êtes fort, paraissez faible. Si vous êtes proche, paraissez éloigné. » Ce n'est pas de la lâcheté ou de la soumission. C'est une intelligence stratégique. Ceux qui ne sont pas perçus comme une menace ne sont pas surveillés de près. Et ceux qui ne sont pas surveillés ont la liberté d'agir sans être remarqués. En philosophie, nous trouvons un exemple emblématique de cette pratique. Socrate. Il était un maître de l'art de feindre l'ignorance pendant les débats. Il posait des questions simples et faisait semblant de ne pas connaître les réponses, alors qu'en réalité, il guidait l'autre personne vers l'erreur. Cette technique est devenue connue sous le nom d'ironie socratique.
Il faisait croire à son adversaire qu'il contrôlait la discussion, seulement pour démanteler toute sa ligne de raisonnement par une seule question bien placée. Socrate n'avait pas besoin de sembler le plus intelligent. Il devait juste être le plus intelligent. Dans le monde moderne, nous voyons des exemples clairs de cela. Imaginez un patron qui, au lieu d'affirmer constamment son autorité, laisse un stagiaire proposer des solutions. Le stagiaire a l'impression d'avoir eu une idée brillante, alors que le patron avait déjà envisagé cette option depuis le début. En ne revendiquant pas leur domination, le patron laisse l'interne briller, mais en réalité, c'est toujours lui qui garde le contrôle. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une façon de déléguer sans perdre le fil. Ces personnes ont tout un point commun. Elles n'ont pas besoin de prouver qu'elles dirigent parce qu'elles savent déjà qu'elles le font. Ce phénomène se retrouve aussi en classe. L'étudiant qui reste silencieux pendant la majorité du cours est souvent considéré comme distrait ou désintéressé. Puis, à un moment donné, il lève la main et pose une question que tout le monde avait en tête, mais que personne n'osait formuler. Là, le professeur se tourne vers lui et le reste de la classe se tait. Pourquoi cela se passe-t-il ainsi? Parce que celui qui se fait discret crée l'attente que, lorsqu'il prendra la parole, ce sera pour dire quelque chose d'important, ce qui est souvent vrai. Un autre exemple courant se trouve dans les négociations. Ceux qui parlent trop et cherchent à paraître brillants révèlent souvent trop sur leurs vrais intérêts. À l'inverse, celui qui semble ne pas comprendre ou être pressé adopte une position avantageuse. C'est comme ce client qui, écoutant un vendeur bavarder sans cesse, reste silencieux, observant calmement. Il ne paraît ni convaincu ni rejetant l'offre. Pendant ce temps, le vendeur s'épuise à vouloir conclure rapidement, tandis que le client sait déjà qu'il obtiendra une meilleure réduction. Voilà pourquoi les meilleurs négociateurs excellent dans l'art du silence. Faire montre de moins d'intérêt est souvent la clé pour obtenir davantage. Mais pourquoi cela marche-t-il? La logique est simple. On baisse la garde face à ceux qui ne semblent pas représenter une menace. Imaginez une partie de cartes. Si tout le monde pense que vous avez une main faible, personne ne scrutera vos gestes de près. Cela vous permet de surprendre au moment d'agir. L'inverse est aussi vrai. Si tout le monde croit que vous détenez la meilleure main à la table, tous les regards seront fixés sur vous, et chaque erreur sera repérée. C'est précisément la leçon de Sun Tzu. Ceux qui sont forts et paraissent faibles sont libres. Ceux qui sont faibles et cherchent à paraître forts se mettent en danger. La prochaine fois que vous ressentez l'envie de vous prouver ou de montrer à quel point vous êtes intelligent, demandez-vous, qu'est-ce que j'y gagne à me dévoiler maintenant? Parfois montrer un peu d'ignorance ou d'indifférence peut être le choix le plus judicieux, non pas parce que vous êtes moins compétent, mais parce que vous mesurez chacun de vos pas. Tout comme Socrate l'a fait, comme Sun Tzu l'a enseigné, et comme le font encore aujourd'hui. Huawei, leaders stratégiques. Le silence n'est pas seulement une stratégie de communication, c'est aussi un outil de maîtrise émotionnelle. Alors que le bruit extérieur est visible et audible, le bruit intérieur est souvent bien plus difficile à percevoir. Bien souvent, c'est ce bruit intérieur qui nous fait perdre le contrôle lors de discussions, de débats ou de conflits. Savoir rester silencieux face à la provocation n'est pas une faiblesse, c'est le summum du contrôle émotionnel. Imaginez une dispute de couple. L'un des deux hausse la voix argument sans cesse et dans certains cas, commence même à crier. L'autre, cependant, reste silencieux. Mais ce n'est pas un silence de mépris. C'est un silence attentif. Il ne réagit pas immédiatement. Il ne réplique pas. Il observe simplement ce qui se passe ensuite. Celui qui crie commence alors à se sentir exposé, entendant l'écho de son propre vacarme. Le silence de l'autre devient un miroir, rendant l'absence de contrôle encore plus visible. À ce moment-là, la personne qui crie perd le contrôle de la situation et s'en rend souvent compte trop tard. Cette dynamique ne se limite pas aux relations personnelles. Lors des réunions de travail, le schéma se répète. Quand quelqu'un perd patience et parle avec agressivité, on s'attend à ce que l'autre réagisse de la même manière. Si la réponse est immédiate, le conflit s'intensifie. Mais quand la réponse est le silence, le cycle est brisé. Cette pause inattendue déstabilise la réaction impulsive de l'autre. Bien souvent, celui qui s'emporte perd aussi la raison. Ce principe de maîtrise de soi par le silence a été largement utilisé par Gandhi lors des manifestations contre la domination britannique. Il a refusé de recourir à la violence,
même face à une provocation extrême. Lorsque ses partisans voulaient riposter, il insistait. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. Dans ce contexte, le silence de Gandhi n'était pas une omission. C'était un contrôle absolu de l'impulsion de riposter. Sa résistance pacifique exposait la brutalité de ses oppresseurs sans qu'il ait besoin de dire un seul mot. Mais vous n'avez pas besoin d'être Gandhi pour comprendre cela. Dans la vie de tous les jours, cette logique se manifeste dans de petites interactions. Lors d'une dispute avec un collègue, la personne qui réagit sur le vif dit souvent des choses qu'elle regrette ensuite. En revanche, celle qui s'accorde quelques secondes de pause est capable de formuler une réponse plus claire, plus posée et plus définitive. Ce moment de silence est l'une des techniques les plus utilisées dans la négociation professionnelle. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la préparation. Il n'est pas surprenant qu'on dise que celui qui crie perd sa raison. Cela ne signifie pas que la personne la plus silencieuse a toujours raison, mais que ceux qui ne peuvent pas se retenir d'exploser révèlent qu'ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Perdre le contrôle de soi, c'est céder la maîtrise à quelqu'un d'autre. Lorsque vous explosez de colère, celui qui vous domine n'est plus vous. Le silence, en revanche, n'est pas un vide. C'est la preuve que l'esprit reste aux commandes. C'est comme une pause, une profonde inspiration avant de répondre. Souvent, ces 10 secondes suffisent à éviter de dire un mot qui, une fois prononcé, ne peut plus être repris. Tout le monde a déjà vécu ça. Vous dites quelque chose sans réfléchir, et quelques minutes plus tard, vous réalisez qu'il aurait mieux valu se taire. Si vous aviez attendu juste 10 secondes, cette phrase ne serait jamais sortie de votre bouche. Vous voulez essayer? La prochaine fois que vous ressentez le besoin de répondre immédiatement, faites quelque chose de simple. Prenez une grande inspiration et comptez jusqu'à 10. Oui, ça paraît simple, mais c'est incroyablement efficace. Ce moment de pause n'est pas seulement un moyen de contrôler ce que vous êtes sur le point de dire, c'est aussi la preuve que vous gardez le contrôle. Ce n'est ni de la soumission, ni une omission, c'est de la maîtrise de soi. Et si l'autre continue à parler, crier ou insister? Rappelez-vous que la plus grande démonstration de contrôle n'est pas d'élever la voix, mais de garder un silence ferme. Ce silence-là n'est pas une faiblesse, c'est le geste ultime de force. La personne qui garde son calme au milieu du chaos n'a pas besoin de mots pour s'imposer. La fierté peut être un lourd fardeau déguisé en force. Elle nous fait souvent croire qu'on doit gagner les disputes, prouver notre intelligence et avoir le dernier mot pour être respecté, mais qu'est-ce qu'on y gagne vraiment? Si on y regarde de plus près, on voit que la fierté mal gérée nous pousse à des conflits inutiles et fait perdre des relations importantes. Ce qui aurait pu être résolu par un moment de silence se transforme en un cycle de lutte de pouvoir. Schopenhauer, connu pour sa vision critique de la vanité humaine, en a fait l'expérience de première main. Sa propre mère l'a accusé d'avoir une fierté intellectuelle qui l'empêchait d'accepter les perspectives des autres. Schopenhauer voyait le monde avec une telle rigueur et rationalité qu'il avait du mal à tolérer ce qu'il considérait comme de la médiocrité dans les opinions des autres. Son incapacité à accepter les autres était souvent perçue comme de l'arrogance. Ce type de fierté n'est pas difficile à détecter aujourd'hui. Pensez simplement à cette personne au travail qui refuse d'être corrigée ou transforme chaque désaccord en un duel d'ego. Cela devient particulièrement clair dans les environnements professionnels. Imaginez un employé corrigeant son patron devant toute l'équipe. Même si l'employé a techniquement raison, la manière dont il se positionne peut créer une tension inutile. Souvent, le patron ne répond pas avec logique. Il répond par l'autorité. Ce n'est pas seulement une question d'ego du patron, mais un enjeu lié aux dynamiques d'autorité. Maintenant, comparez cela avec la personne qui, au lieu de corriger le patron publiquement, attend que la réunion se termine pour faire son commentaire en privé. La correction a lieu de la même manière, mais la façon dont elle est reçue est complètement différente. Ce scénario ne concerne pas seulement le travail. Il s'agit de fierté et de contrôle. Un silence stratégique ici n'est pas une soumission, c'est de l'intelligence. C'est renoncer à une victoire momentanée pour en obtenir une plus grande plus tard. Cette même logique s'applique aux relations personnelles. Combien de fois, lors d'un argument entre amis ou partenaires, le dernier à parler repart avec la sensation d'avoir gagné la conversation? Mais ont-ils vraiment gagné? Ou étaient-ils simplement les derniers à ne pas savoir quand s'arrêter de parler? La logique ici est simple. Parler par fierté a un coût.
et le prix est souvent plus élevé qu'il n'y paraît. Dans le feu de l'action, nous ressentons le besoin de défendre notre position, mais le lendemain, lorsque la poussière retombe, ce sentiment de victoire se transforme souvent en regret. Beaucoup d'amitiés et de relations sont tendues parce que quelqu'un a insisté pour avoir le dernier mot, non pas parce qu'il avait raison, mais parce qu'il ne voulait pas perdre l'argument. Lao Tzu, le sage taoïste, a un jour averti « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Cette idée ne signifie pas que le silence doit être absolu, mais plutôt que ceux qui ont confiance en eux n'ont pas besoin de le prouver constamment. Lorsque vous avez une clarté sur qui vous êtes, vous ne ressentez pas le besoin de vous battre pour avoir la parole afin d'affirmer votre intelligence, votre autorité ou votre pertinence. Prenez un moment pour réfléchir. Combien d'arguments avez-vous perdu simplement parce que vous vouliez avoir le dernier mot? Combien de débats se sont transformés en confrontations inutiles parce que personne ne voulait céder? L'orgueil fonctionne ainsi. Il vous persuade que vous gagnez, mais en réalité, vous ne faites qu'accroître la tension émotionnelle. Voici le point clé. Le silence est souvent le véritable antidote à l'orgueil, non pas parce qu'il vous affaiblit, mais parce qu'il interrompt le cycle de vanité qui engendre des conflits sans fin. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie de parler plus fort ou d'avoir le dernier mot, demandez-vous « Qu'est-ce que je cherche vraiment à gagner ici ?» Si la réponse est de prouver que j'ai raison, peut-être est-il temps de s'arrêter. Toutes les victoires ne valent pas le coup, et le silence, dans ce cas, n'est pas une défaite, c'est de la sagesse. Savoir quand parler et quand rester silencieux est une compétence qui peut totalement changer la manière dont les gens vous perçoivent. Il ne s'agit pas de rester silencieux par soumission, ni de parler tout le temps pour paraître pertinent. Le véritable pouvoir réside dans l'équilibre entre les deux. C'est comprendre que le silence n'est souvent pas la fin d'une conversation. C'est l'espace où les idées peuvent mûrir. Dans les situations familiales, par exemple, les disputes tournent souvent à une compétition de volume. Chacun veut gagner la conversation, avoir le dernier mot ou prouver qu'il a raison, qui n'a jamais vécu cela. Mais regardez de plus près. Combien de fois avez-vous vu quelqu'un gagner un argument familial en criant et en répétant les mêmes points? Ce qui se produit généralement, c'est l'inverse. Plus quelqu'un insiste pour avoir le dernier mot, plus il perd le contrôle de la situation. Maintenant, pensez à la personne qui, au lieu d'essayer de gagner, écoute attentivement. Lorsqu'elle prend la parole, elle formule une déclaration courte, claire et précise. L'impact est complètement différent. Personne ne conteste quelqu'un qui délivre une simple vérité indiscutable au bon moment. Un autre exemple évident se trouve dans les amitiés. Imaginez un groupe d'amis discutant d'un sujet controversé. Il y a toujours cette personne qui ressent le besoin d'imposer son opinion. Cette personne n'écoute personne, interrompt les autres et refuse d'accepter les contrepoints. À la fin, les amis ne se souviennent plus de ce qui a été dit, mais de combien chacun a insisté pour gagner la conversation. Pensez maintenant à cet ami qui passe la plupart de son temps à écouter. Quand il finit par parler, il offre une perspective à laquelle personne n'avait pensé. Cette personne n'a pas besoin d'imposer quoi que ce soit, puisque son silence a déjà créé de l'anticipation. Le point clé ici, c'est le timing. Il ne s'agit pas de parler moins ou plus, mais de savoir quand s'exprimer selon les situations. La précipitation à parler trahit une insécurité. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui, lorsqu'il est contredit, répond aussitôt sans même réfléchir? Cela arrive parce que son inconfort avec le silence est plus fort que son besoin de réfléchir. Il veut simplement combler le vide. Mais quelqu'un qui est sûr de ses idées n'est pas pressé de se justifier. Il attend, il réfléchit, et quand il parle, c'est avec conviction. Un bon moyen de savoir quand parler ou se taire est de vous demander « Est-ce que cela doit être dit maintenant ou peut-on attendre ?» Souvent, ce qui paraît urgent sur le moment s'estompe après quelques secondes de réflexion. Combien de fois avez-vous dit quelque chose, puis peu après pensé « Je n'avais pas besoin de dire ça ?» Pensez maintenant à l'inverse. Combien de fois avez-vous regretté de ne pas avoir pris la parole? En général, ce qui n'a pas été dit peut encore être exprimé plus tard, mais ce qui a été dit impulsivement ne peut pas être annulé. Voici une pratique simple pour la vie quotidienne, avec des amis et la famille. Lors d'une conversation de groupe, essayez d'observer davantage et de parler moins. Lorsque vous parlez, apportez quelque chose qui n'a pas encore été dit. Non seulement cela rend vos paroles plus percutantes, mais ça montre aussi que vous écoutez avant de donner votre avis.
Dans les disputes et les conflits, lorsque vous ressentez l'envie de répondre impulsivement, faites une pause. Comptez jusqu'à 10 avant de parler, c'est tout. Cette courte pause suffit à faire passer votre cerveau d'un mode réactif à un mode rationnel. Dans les messages textes, avant de répondre à un message qui vous a contrarié, fermez l'application pendant 5 minutes. Beaucoup de disputes par texto surviennent à cause de la précipitation à répondre. Le silence numérique est aussi une forme de contrôle. Le silence, dans ce contexte, n'est pas qu'une stratégie ou une technique, c'est un choix pour éviter d'alimenter la tension. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps ou dans chaque conversation, mais quand vous le faites, l'impact est indéniable. Après tout, le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est un espace fertile où les idées ont le temps de grandir. Les mots ont leur valeur, mais le silence aussi. Il ne s'agit pas de décider lequel est mieux ou plus efficace, mais de reconnaître que le silence, tout comme les mots, peut ouvrir de nouveaux chemins. Parfois l'impulsion sera de parler, d'autres fois, il faudra attendre. Il n'y a pas de formule exacte pour cela, et peut-être que c'est justement le but. Vous n'avez pas à tout contrôler en permanence. Parfois, la pause n'est pas une attente passive, c'est une manière de laisser le temps faire son œuvre. Le silence n'a jamais signifié rester silencieux pour toujours. Ce n'est pas l'absence de voix, mais la présence d'intention. Ceux qui choisissent le bon moment pour parler ne sont pas passifs. Ils maîtrisent le rythme de la conversation. Cela, c'est du pouvoir. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu comment ce pouvoir se manifeste dans différents domaines de la vie, au travail, dans les amitiés et dans les relations. Le silence s'avère plus efficace que n'importe quel discours précipité. Ce n'est pas une question de parler moins, mais de parler mieux. Un commentaire précis, à la fin d'une conversation, peut avoir plus d'impact que des dizaines d'interruptions pendant celle-ci. Ce n'est pas un mystère, c'est de la clarté. Le véritable point ici est simple. Il n'y a pas de compétition entre les mots et le silence. L'un a besoin de l'autre. Le silence donne aux mots leur pouvoir, tout comme les pauses donnent à la musique son rythme. Lorsque vous maîtrisez cette alternance, vos mots cessent d'être du bruit et deviennent une véritable voix. Plus qu'un moyen de faire face au monde, le silence est une manière de faire face à vous-même. Quand vous cessez de réagir à tout, vous commencez à remarquer ce qui se passe en vous. Au milieu du bruit intérieur, une clarté émerge qui n'était pas là auparavant. Ce n'est pas une question de rendre le monde silencieux, c'est une question d'écouter ce que le monde tente de vous dire. Pour cette raison, le silence ne doit pas être une règle ou une technique. C'est une option. La puissance de cette option réside dans le fait qu'elle est la vôtre. Si cette réflexion vous a touché, il vaut peut-être la peine d'observer, au cours des prochains jours, les moments où vous choisissez de parler ou de rester silencieux. Faites attention à l'effet que cela produit sur les autres et sur vous-même.